Je suis devenu père, mais sans propre père. Et de voir mes filles grandir, m'est venu un besoin puissant de retourner là-haut, dans cette vallée, celle qui m'a vu naître. Nuages dans le ciel, s'étire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Aujourd'hui, on est avec le réalisateur Gwenaël Bolomet. Salut Gwenaël. Bonjour, salut, enchanté. Et avec Alexandre, comme d'hab finalement. Comme d'hab, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et Alexandre, tu vas un peu nous introduire l'entrevue que nous allons faire aujourd'hui. Donc oui, on est aujourd'hui à la 61e édition du festival de Soleure, donc festival du cinéma suisse. Et donc Gwenaël, tu présentes aujourd'hui un film, La Vallée. Donc tu es réalisateur et aussi fondateur de Cinédoc, une institution suisse romande qui depuis 2016 accompagne entre septembre et avril un film documentaire par mois dans les salles de cinéma. Chaque projection est accompagnée d'une discussion entre le public et les cinéastes ou des intervenants concernés par le sujet. Un travail de médiation très important étant donné la difficulté de diffuser du cinéma documentaire en salle en dehors des festivals. Et c'est notamment grâce à Cinédoc qu'on a pu interviewer Ceci est mon corps de Jérôme Clément-Vies et qui a pu être diffusé dans les salles de cinéma ici en Suisse. Donc cette année, tu présentes ton film La Vallée, également diffusé en février dans le cadre de Cinédoc. Donc La Vallée, c'est un documentaire autobiographique et autoréflexif sur la famille et la parentalité qui commence alors que tu viens de devenir père de ton deuxième enfant. Un chamboulement dans ta vie qui te bouscule et t'amène à regarder dans ton passé ta propre enfance et la relation que tu avais toi-même avec ton père. Et pour mener à bien cette réflexion, tu retournes dans la vallée de ton enfance, d'où j'imagine le titre, ou peut-être que tu nous parleras de l'origine de ce titre, parce que le film s'ouvre notamment sur une séquence à la première personne où tu remontes une pente à ski jusqu'à arriver à un chalet perché dans la forêt. Et nous, on se disait qu'il y a d'innombrables façons de parler de la famille, notamment avec le film de Jérôme que tu as diffusé il n'y a pas longtemps, qui a un angle aussi très précis. Et toi, tu as décidé de le faire par l'espace. D'abord de retourner sur les lieux du passé avec ta sœur et ta mère, que tu vas interviewer dans ce chalet. Comment t'es venue, toi, cette idée de faire de cette vallée le prisme de ton film ? Alors effectivement, le titre c'est La Vallée, c'est pas pour rien. C'est que c'est effectivement le cadre, le décor, le lieu d'où je viens. Et c'est le lieu dans lequel je retourne. C'est un lieu dans lequel je m'étais extrait en partie lié à mon histoire familiale qui était à la fois belle et pleine d'amour, mais aussi parfois compliquée et douloureuse avec la relation avec mon père. Et la vallée, effectivement, c'est le lieu de mon enfance, c'est le lieu de cette histoire. Et du coup, effectivement, la première démarche était de retourner sur place et de retourner dans ce cadre et quelque part de recréer aussi un espace. Comme tu le dis, on monte effectivement, une partie du film se tourne dans une cabane, qui est en fait la cabane familiale, qui est vraiment un lieu dans la forêt, très isolé, un espace comme ça, un cube posé dans la forêt, qui est une cabane qu'on a depuis longtemps. Et c'est cet espace-là dans lequel s'ouvre le film, où en fait on a créé dans cette cabane un espace de parole, un lieu de parole, un lieu pour dérouler la mémoire. Donc c'est effectivement, ça commence dans cette cabane et au fur et à mesure du film, on descend plus loin dans la vallée et effectivement on commence là-haut. Oui. Et est-ce que pour toi c'était évident quand tu as commencé à réfléchir à ce film que ça devait se faire dans ce lieu ? Est-ce que tu associais ça à ta famille ou est-ce que c'est venu au fil de ton processus de réflexion ? J'ai commencé en fait à réfléchir au film, à écrire le film là-bas. C'était un lieu de retrait. Voilà, comme tu le dis, je dirige aussi un projet qui s'appelle Cinédoc, j'ai des enfants. La vie est toujours bien remplie et je crois qu'il fallait un espace tout simplement dans lequel aussi me retirer pour penser au film, pour commencer à développer le film. Et très vite, ça m'a semblé logique que c'était là, dans cet espace, dans lequel ma mère est aussi en confiance. Ma mère est une des protagonistes principales du film. C'est vraiment sa cabane à elle, c'est la cabane familiale, mais avant tout, on va dire, à elle qui passe beaucoup de temps. Et comme elle me l'a toujours dit aussi, c'est toujours un espace dans lequel, que ce soit en famille ou avec ses amis, qui est propice à l'échange, parce qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas longtemps, il n'y avait même pas Internet, on n'a même pas le téléphone. Maintenant, malheureusement, on a la 4G, on est dérangé, mais c'est un espace qui est assez favorable. Et en gros, il y a une table, un poêle à bois, une théière. La cabane s'appelle la théière, d'ailleurs. Et
il n'y a rien d'autre à faire que remplir ce vide en fait. Enfin, il y a de l'espace et l'espace est là pour ça. Et je crois que c'était aussi une bonne approche parce qu'il y a... Le film s'appelle La Vallée parce que je retourne à La Vallée. La Vallée qui est aussi un lieu un peu conflictuel pour moi, à la fois de grande attache et en même temps de peur, un peu de rejet de distance lié à l'histoire de mon père. Et de commencer sur les hauts de la vallée, dans la forêt, un peu à la vallée mais un peu à l'écart, c'était aussi une bonne porte d'entrée. Une réflexion me vient dans la façon dont tu présentes le film. C'est vrai que tu parles beaucoup de la situation de ton père dans le film et tu le nommes, je ne sais pas si tu le nommes concrètement, son alcoolisme, sa relation à l'alcool. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez tard dans le film et que tu nommes toujours par la situation ou quelque chose comme ça. Est-ce que est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est une façon pour toi que vous avez toujours présenté ça comme ça dans ta famille et ça s'est infusé finalement dans le film à la fin? Tu dis le fait que on cite, je nomme un peu la maladie de mon père, mais sans rentrer trop dans le détail. Oui, c'est ça, c'est toujours comme que le mot alcoolisme vient quand même pas tout de suite, que tu dis d'abord la maladie ou la situation, et puis au fur et à mesure, on comprend que c'est l'alcoolisme. Ouais, c'était effectivement une question dans le film, jusqu'à quel point on racontait en fait la maladie de mon père, rentrer dans le détail de notre enfance, rentrer dans le détail de sa problématique à lui, de sa maladie, donc qui effectivement il était alcoolique et maniaco-dépressif, ce qui est mentionné dans le film, mais j'en ai pas fait l'histoire. Je voulais me centrer plus sur le présent, sur la relation actuelle avec ma sœur, ma mère, mes enfants, cette transmission, sans faire le sujet central. On sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un problème, comme dans d'autres familles aussi. Et je voulais que ça reste pas vague, parce que c'est nommé, mais qu'on soit plus centré sur le présent. Donc c'était un choix, je pense, en bonne partie. Peut-être aussi qu'à ce stade-là, c'est aussi une peut-être timidité à commencer à aborder ça. Il y a un peu des deux, je pense. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un mot qui me vient en tête, qui est un mot que j'avais noté dans mes questions, qui est la distance. On parle souvent, surtout dans le documentaire, de la présence du documentariste, de sa place, de sa présence, et donc de la distance qu'il prend avec son sujet. Et justement, j'ai l'impression que toi, c'est quelque chose que tu fais un peu dans plusieurs aspects de ton film. Par exemple, le fait qu'on ne te voit jamais dans l'image, tu es toujours derrière la caméra, ou le fait, comme tu dis, d'avoir cette voix off qui vient conter l'histoire de ta famille, le fait de ne pas peut-être dire le thème alcoolisme tout de suite vient poser une forme de distance aussi avec peut-être cette histoire avec ton père. Donc voilà, je me demandais un peu, est-ce que ce mot distance te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir travaillé dans ton film? Et plus globalement, comment tu as réfléchi ta position à toi dans ce film? C'était assez peu conscientisé. Y a pas... Je suis allé vraiment dans cette film avec une approche très sensorielle, on va dire une distance qui était celle que je pouvais avoir à ce moment-là, qui était aussi celle que le sujet amenait. Il n'y a pas eu une réflexion très claire, je vais me poser là. Ce que je savais, c'est que j'étais seul à la caméra, qu'il y avait déjà là, le mot distance peut déjà être joué là parce que je travaillais avec une optique fixe. Donc j'étais toujours à la même distance. Je devais trouver ma distance corporelle par rapport au protagoniste, donc ma famille. Donc je devais me placer, moi, à bonne distance, assez proche, pour échanger avec les gens. Je ne suis pas à l'image parce que justement j'ai choisi cette place-là où je filme, mais je suis très présent parce que la voix est là et quelque part l'émotion de toute façon passe presque plus avec la voix qu'avec l'image. Donc je suis à la fois planqué derrière ma caméra, ce qui m'allait quand même assez bien, et en même temps très présent, ce qui s'est fait dans un deuxième temps du coup au montage avec la voix, qui était la partie un peu moins évidente pour moi, du coup de me dévoiler plus, de me prendre ma place aussi là-dedans, de pas juste demander à ma famille de se dévoiler puis moi de rester trop caché. À un moment donné, il fallait aussi mouiller un peu la chemise et elle s'est fait par la voix. Mais c'est clair que c'est aussi cette caméra, le fait que je tenais la caméra, que j'étais là, que le film se faisait, que la parole existait, et du coup ma place était assez claire en fait dans le tournage où elle devait être. Ouais. Est-ce que tu avais par conséquent pas peur peut-être d'un déséquilibre du coup, c'est peut-être pour ça que la voix off est arrivée, mais entre les personnes qui
elle se mette à nu entre guillemets devant la caméra et toi qui peut te cacher encore une fois entre guillemets derrière, même si effectivement c'est un film très personnel, très intérieur aussi. On dit les personnes qui sont à l'image, d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a que des femmes. Oui, on voulait Il y a en parler 10 femmes d'ailleurs. il y a 10 femmes dans le film et il y a 2 hommes. Il y a mon père qui est mort, donc c'est un peu un fantôme dans le film, qu'on évoque, mais de manière effectivement un peu fantomatique. Et il y a moi qui suis caché derrière la caméra. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose là à raconter sur cette question-là. Et non, je pense que j'avais pas peur, mais bon, ma mère, ma sœur, qui sont du coup quand même les protagonistes les plus importantes, ont approché ce film avec beaucoup de courage, beaucoup de générosité. Ce sont aussi des personnes qui sont à l'aise dans la parole, qui sont à l'aise dans le partage des émotions, peut-être plus que moi d'ailleurs. C'est d'ailleurs un des sujets du film aussi, hein, c'est comment un homme plus réservé, forcément. Alors voilà, le plus réservé qui se planque un peu au début, c'est l'homme bien sûr, et toutes les femmes qui sont là, qui sont généreuses et qui parlent. Mais non, après je crois que l'équilibre est assez, en tout cas de mon avis, assez juste, parce que je me raconte aussi, il fallait effectivement trouver... On ne peut pas demander en tant que cinéaste à des protagonistes, aux gens de sa famille de se dévoiler et nous de se retenir et de se cacher complètement. Donc après, l'équilibre s'est construit en termes du montage. Mais ça n'a pas été évident au début de trouver le bon équilibre, parce que j'avais tendance, je pense, un peu trop à me mettre un peu en retrait. C'était pas correct par rapport à ce que je demandais à ma famille, je crois. Et maintenant, ça me semble assez juste. Ouais. Oui, parce que c'est marrant, c'est un effet qu'on a remarqué, c'est que même a posteriori, donc toi tu es derrière la caméra, ton père est absent et tu ne montres pas de photos avant un petit moment. Tout le monde d'abord jeune et ensuite plus âgé à la toute fin du film. Et même à un moment donné, il y a une interview chez ta cousine et il y a un homme qui est hors champ et qui parle hors champ, mais on ne le voit pas non plus. Est-ce que ça c'est conscient ou ça s'est fait, tu t'as remarqué ça après que tu avais un peu effacé l'image tous les hommes du film? Ouais, c'est marrant effectivement. Le seul homme que j'ai vraiment filmé, je l'ai coupé au montage sans... Alors, inconsciemment, honnêtement, mais c'était assez logique. Et de nouveau, parce que en fait, j'ai filmé à la fois, donc c'est ma petite cousine, c'est un peu presque un peu comme une grand-mère pour moi. Et il y a son mari, et elle parle 98% de l'interview, et lui à côté et réagit de temps en temps, on entend juste à un moment donné sa voix. Et effectivement, un des seuls hommes qui était dans le film apparaît juste, alors on entend sa voix aussi, mais n'est pas présent. Mais c'est assez à l'image de ma famille, en fait. Les hommes ont toujours été très retenus. Enfin, c'est pas seulement ma famille, c'est la plupart des hommes, alors encore plus cette génération, encore plus dans une vallée. C'est clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est problématique aussi, c'est que cette difficulté des hommes d'aborder les émotions, d'aborder plus l'intime, qui à mon avis fait des dégâts dans les familles, et combien d'hommes et de pères se retrouvent à 60 ans à la retraite, un peu désemparés, n'ont pas réussi aussi à parler, à partager, à écouter aussi, parce qu'il y a parler, mais il y a aussi oser écouter. Et les deux sont plus difficiles, en tout cas pour les hommes, clairement, je pense. C'est un des buts de ce film aussi, d'oser, moi, prendre cette parole. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, j'entends que la parole, elle a quand même une place très spéciale dans ton film. D'ailleurs, quand tu parles de te dévoiler, c'est pas te mettre dans l'image, mais c'est de prendre la parole toi aussi. Tu t'as évoqué, je trouve ça fou, ce que tu as dit au début, je voulais y revenir, le fait d'aller dans un lieu qui est propice à la parole, où tu dis il n'y a rien d'autre à faire, donc il faut parler. Et d'ailleurs, parce qu'on voit plusieurs photos dans ton film, mais au final, c'est pas ce sur quoi tu t'arrêtes le plus. Tu prends beaucoup plus de temps à filmer les gens qui parlent. Donc pour toi, est-ce que c'est quoi l'importance de la parole dans ton cinéma et dans ce film? Est-ce que pour toi, c'était peut-être ça qui faisait acte de cinéma? C'était ce fait de parler, de communiquer, de se transmettre une parole? Je pense que c'est de la même manière que j'explique finalement assez peu la maladie de mon père. On a peu d'images du passé, on est beaucoup plus dans le présent. Les images du passé servent surtout à illustrer un petit peu et à activer en fait la parole pour parler de qu'est-ce qui est au présent. Et je pense que
une des questions du film, c'est comment faire présent, comment exister au présent aujourd'hui, notamment en tant que père. Quand dans le passé, on a eu un père qui n'a pas réussi, qui a failli à être voilà, le père solide, le père qui apporte la sécurité que des enfants ont besoin. Je pense qu'on est beaucoup plus ancré sur aujourd'hui. Qu'est-ce que cette histoire a amené aujourd'hui et comment construire effectivement la relation et faire évoluer la relation aujourd'hui. Il y a 2 lieux d'ailleurs, comme tu le disais, en fait, où il y a des photos dans le film. Il y a une première où on découvre quand même mon père. À un moment donné, c'était quand même bien de montrer mon père et ma mère. Je voulais aussi remontrer finalement l'image de la relation avec mon père est assez négative dans le film. Et on revoit quand même une photo forte et émouvante, les deux, où contrairement à ce qui est dit dans le film, dans la photo, on a l'impression qu'ils se sont quand même vraiment aimés. Ce que ma mère a bien sûr oublié, a effacé, je pense, avec tout ce qui est venu après. Et après, il y a une photo finale qui est finalement la seule image où on me voit vraiment, qui est vraiment tout à la fin du film. C'est une photo, c'était vers la fin de vie de mon père, qui est mort assez jeune, du coup, des suites de son alcoolisme, où c'est une photo où on est les deux à côté, avec mon père. Et ça me semblait important quand même de me montrer. Je suis présent dans le film avec la parole, je suis présent dans le film avec ma voix off, avec mes échanges que j'ai avec ma famille. Et il me semblait bien juste à la fin. Ah oui, d'accord. Et c'était une manière de clore le film aussi. Mais surtout que dans le film, plusieurs personnes mentionnent la ressemblance que tu as avec ton père. Et d'ailleurs, il y a un autre moment où il y a des photos qui sont regardées, mais c'est ta fille, je crois, qui regarde un album et tu lui dis tu penses que c'est qui ? Et elle pense que c'est toi, mais en fait, c'est ton père. Donc il y a aussi tu parlais de ton père un peu en fantôme sur le film, mais il y a un peu cette ressemblance qui flotte aussi, ou ce lien entre vous qui flotte et qui vient comme être conclu à la fin par cette photo finalement que tu mets. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs 2 personnes dans le film qui me confondent avec mon père. Il y a ma fille qui, dans un album, pense que c'est moi, effectivement, c'est mon père. Et il y a une autre personne qui est ma petite cousine, qui fait un peu office de grand-mère chaleureuse dans ma famille, qui elle-même, en commençant à vieillir un peu, à un moment donné, croit qu'elle parle à mon père, alors qu'elle me parle à moi. Ça illustre quelque part cette difficulté que moi-même j'ai eue. Alors, c'est toujours comment est-ce qu'on s'invente soi-même en tant que père, quand son père a été malade, quand son père a eu des difficultés, comment est-ce qu'on peut soi-même devenir père, avoir confiance qu'on pourra le devenir aussi, ne pas devenir comme son propre père. Et d'autant plus difficile des fois quand toutes les personnes qui connaissaient mon père me rappellent systématiquement comme tu ressembles à ton père, comme tu ressembles à ton père. Alors que toi, ta plus profonde angoisse, c'est de devenir comme lui. Bon, entre-temps, ça m'est passé, mais voilà, ça faisait quoi, ces questions-là. Ouais. Et moi, ce que tu dis me fait penser à une réflexion qu'on a eue devant le film. C'est à quel moment le cinéma est arrivé dans ce projet personnel de réflexion sur justement qu'est-ce que c'est être un père, qu'est-ce que c'est un père. Est-ce que c'est un sujet que toi, tu t'étais déjà emparé et que tu réfléchissais, ou est-ce que le documentaire était l'occasion, en tout cas le support sur lequel tu pouvais t'appuyer pour réfléchir à ça ? C'est bien sûr des questions qui me traversaient personnellement depuis toujours. Et en devenant père encore plus, bien sûr, parce que ça tend à un miroir. Enfin, voilà, en ayant soi-même des enfants, on se voit en tant que père, on revoit comment ses parents ont été avec nous. Il y a vraiment un miroir qui est tendu. Et c'est vraiment ça qui était le déclencheur. Même si effectivement, c'est question de relation à mon propre père, d'oser devenir père ou pas moi-même. C'est des questions que j'ai depuis toujours. Et c'était du coup un besoin quelque part intime, personnel, de réfléchir à ça. Et voilà, il se trouve que je fais des films. Si j'écrivais des livres, j'aurais peut-être écrit un livre. Mais sans le cadre du film, sans l'objectif d'un film que j'ai toujours pensé, voilà, un film pour le public, raconter quelque chose aussi aux autres, ces échanges n'auraient pas eu lieu, je crois. Moi, j'aurais pas eu la force, en fait, de créer ces espaces de discussion, de revenir plusieurs fois vers ma famille, d'aborder aussi des choses plus délicates. Et quelque part, c'était ce moteur du film, de vraiment développer un film de A à Z, de créer vraiment quelque chose qui m'a donné la force dans des moments plus difficiles du processus du film, notamment avec ma mère. On soulève quand même des questions un peu plus délicates. Il y avait
cette idée du public, cette idée du film derrière, qui me donnait la force et qui me donnait aussi une certaine distance. On parlait de distance avant. Dans les entretiens avec ma famille, tout d'un coup, je pouvais prendre la casquette de cinéaste et qui me donnait aussi la juste distance pour réussir à avancer dans le processus. Ouais, c'est intéressant, c'est une des forces du cinéma, mais surtout du documentaire aussi, de pouvoir faire bouger le réel et de le rassembler. J'ai essayé de réfléchir à ce que je veux dire sur ça. Est-ce que donc tu parles du fait que la caméra, ou en tout cas était le prétexte, en tout cas n'était pas le prétexte, mais était un support. Un support pour créer des discussions que peut-être toi, tu n'aurais pas eu, tu n'aurais pas pu faire sans. Est-ce que c'était pour ta sœur et ta mère, c'était plutôt quelque chose qui facilitait les discussions, ou au contraire la caméra ça prenait du temps, par exemple, à arriver à ce moment de discussion. Surtout ce que nous on a beaucoup aimé, c'est qu'ils sont assez longs. Il y a un moment donné, vers le début du film, une discussion avec ta sœur qui est quasiment en plan, il n'y a pas de coupe, et ça dure peut-être plusieurs minutes en tout cas. Et nous, on a bien aimé avoir aussi cet échange-là, dans la longueur, dans sa vraie temporalité. Les femmes principales qui sont dans mon film, donc ma sœur, ma mère et les autres femmes dans le film, mes filles aussi. Mais c'est vrai que ma sœur et ma mère sont assez incroyables. C'est comme si la caméra n'existait pas, alors que moi, elle est vraiment entre elles. Je suis un peu limite, enfin, c'est pas l'idée de se cacher, mais je voulais le regard assez proche de la caméra. Donc, c'est pas que j'ai mis la caméra à l'autre coin de la pièce et je m'éloigne. Je l'ai vraiment dans la main, je la tiens. Et la caméra aussi, quelque part, mon existence aussi dans ce film, elle existe par les mouvements de caméra. Je pense un peu par l'émotion que je ressens qui me fait des fois bouger un peu aussi. C'est une lecture qu'on peut ressentir plus que peut-être voir clairement, mais et elles sont assez incroyables, sont une espèce de, c'est vraiment en quelques minutes on a l'impression qu'il n'y a plus de caméra, qu'il n'y a plus rien, alors que moi je serais le premier à être un petit peu gêné peut-être face à une caméra. Donc non, ça a vraiment permis d'ouvrir les choses. Et je pense que ma sœur était aussi contente que je m'intéresse à elle, que j'ai envie de partager avec elle, parce qu'à un moment donné on était assez distants aussi, on a finalement assez peu partagé. Et le fait que je vienne vers elle et que j'amène cette possibilité de dialogue je pense qu'elle a vraiment touché. Et puis ma mère, elle est assez incroyable. Ma mère, elle fait du théâtre aussi. Elle a un côté du théâtre amateur. Elle est vraiment très à l'aise. Et je crois que dans le film, ça se sent. Et pour peut-être une autre question que tu abordes là, c'est la question de la durée des plans, du format en fait de ces entretiens que j'ai avec ma famille. J'ai voulu volontairement qu'il y ait assez peu de montage. C'est un film qui est très simple. Il y a vraiment une volonté de rechercher une forme très presque élémentaire, essentielle de cinéma, avec très peu d'effets de cinéma, avec des plans qui durent assez longtemps, avec peu de montage, peu d'effets aussi de cinéma. On a quelque chose de très direct. Et du coup, il y avait cette volonté de respecter aussi le temps, de respecter une espèce de côté direct de l'échange, sans trop travailler la matière, pour avoir ce côté aussi direct qui me semblait juste par rapport à la parole qu'on avait entre nous. Donc c'est un film qui a une simplicité qui est recherchée, quelque chose de très direct et volontairement simple. Oui. Une forme de fidélité au moment un peu. J'avais une amie qui écrivait et qui retouchait jamais les textes qu'elle écrivait parce qu'elle voulait être fidèle à ce qu'elle ressentait au moment où elle les écrivait. Puis ce moment a produit ça, puis c'est ça. C'est vraiment discutable. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire dans le retravail, mais je trouve que c'est aussi un geste intéressant de se dire, voilà, et je veux être fidèle au moment. Je pense que chaque projet a sa forme. Là, elle s'est imposée assez clairement pendant le tournage et au montage. Elle correspondait à ce film-là. Derrière, il n'y a pas de musique du tout pendant le film. Ça vient uniquement à la fin. Il y avait cet effet de ne pas surjouer des émotions, de pas plutôt un peu légèrement retenu. La musique vient aussi qu'à la fin, donc il y a aussi une émotion qui naît vraiment à la fin avec la musique. Mais ça correspond aussi, je pense, à l'esprit de cette vallée, assez brute, assez directe, sans fioriture,
Et c'était la forme qui me semblait correcte pour ce film. Et pour un autre film, ce sera peut-être très différent, mais voilà. Pour terminer un peu cette question de est-ce que c'est le cinéma le support ou pas, comment toi tu as géré cette idée, cette tension qu'il peut y avoir dans le documentaire entre être témoin d'un réel qui se passe devant nos yeux et agir dessus, parce que effectivement tu crées des discussions qui peut-être n'auraient pas eu lieu sans le cinéma documentaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais conscience et que tu as travaillé consciemment, ou en tout cas comment tu gérais cette tension qui peut exister? Je ressens pas cette tension dont tu parles. Je sais pas si j'arrive à vraiment y mettre un mot ou quelque chose. Je pense qu'il y a eu une grande confiance dans la parole, dans ces moments de parole durant le tournage. Moi, j'avais un fil narratif qui était assez clair, après qui était bien sûr qui variait avec ce que les gens disaient, avec ce qui se passait dans le film, avec des surprises aussi qui se sont passées dans le film. Moi, je savais où je voulais aller Il y avait un arc comme ça qui était assez évident pour moi depuis le début, qui se résumait à une page A4. Hein. C'est pas un scénario, il n'y a jamais eu d'écriture en fait du film. Il y avait quand même vraiment une idée très précise. Et finalement, le film ressemble assez proche de ce que j'imaginais au début, bien que je ne savais pas après où la parole allait mener, mais dans le cheminement, il correspond à ce que j'avais imaginé. Et moi, il y avait clairement des thèmes que je voulais aborder. Après, j'ai aussi laissé la place à ma famille, bien sûr, de réagir, d'amener où je voulais. Et c'est un film que j'aurais pas pu faire en quelques semaines ou en quelques mois. Enfin, le tournage a eu lieu durant 1 an et demi à peu près, parce qu'il y avait toujours le temps des premiers échanges. Après, il fallait le temps de la maturation, le temps que ces moments assez émouvants aussi, quel effet ça faisait sur moi, quel effet ça faisait sur la famille, pour après revenir peut-être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Et il y avait vraiment ce double temps, le temps du film et le temps de la maturation. C'est presque comme un pain qu'il fallait malaxer, après laisser lever. Et parfois, ça pouvait s'enchaîner assez vite. On a eu des tournages, une journée, après 10 jours plus tard, on retourne à la cabane. Et il y a aussi eu des moments où le film était bloqué pendant plusieurs mois parce qu'il y avait tout d'un coup un nœud. Et il fallait le temps pour dénouer le nœud. Je ne pouvais pas tirer pour le défaire, il fallait laisser les choses... il y avait un temps imposé, en fait, assez naturel. Donc il y avait besoin de cet espace-là aussi. Ouais. Non, un peu tout ce qu'on a à discuter, ça me fait quand même réfléchir à cette... on pourrait dire rupture un peu qui se passe dans le film, parce que ça se passe dans le présent. C'est l'accident de ta sœur, du coup, qui a un accident d'escalade, si je ne me trompe pas, et qui se reçoit une pierre sur la tête. Et du coup, c'est une porte qui claque. C'est l'ambiance du festival. C'est l'ambiance du festival. Et qui vient un peu, tu parlais beaucoup de vivre au présent, de capter le présent de ta famille. Là, il s'impose parce que y a un présent imminent où du coup, c'est presque comme s'il faut mettre de côté les conversations. Enfin, même vous êtes un peu obligé parce que du coup, elle est dans le coma si je ne me trompe pas. J'avais un point avec lequel je voulais venir et mon cerveau a un peu disparu. Attendez, je vais le retrouver. Oui, en fait, peut-être ça va être une question assez simple, mais à ce moment-là, tu continues de filmer, tu continues à garder cette caméra. Est-ce que c'est pour tout ce que tu as dit avant aussi, parce que ça te permet aussi de pouvoir prendre un pas de côté face à ce truc horrible qui arrive à ta famille? Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu décides de le mettre dans le film, ce moment-là? J'ai un peu une interprétation, peut-être je peux la dire aussi, que Alex avait, qui était... il trouvait ça intéressant, où je dis ton interprétation, où le film commençait sur un événement grave qui a plutôt éloigné ta famille, qui est l'alcoolisme et la mort de ton père, et se termine sur un autre événement grave, mais qui va plutôt rassembler ta famille, où en fait vous allez vous rassembler autour de ta sœur, et tu dis toi-même dans le film, j'avais jamais réalisé à quel point je l'aimais. C'est toujours intéressant d'avoir des regards sur son propre travail. Effectivement, il y a une chose qui s'est passée durant le tournage, qui était alors là, bien sûr pas prévue, qui était effectivement quelque chose de dramatique, qui est du coup un accident où ma sœur a failli mourir pendant le tournage, où elle s'est bêtement, un caillou lui est tombé sur la tête en faisant de la grimpe, et elle a failli vraiment mourir. Pendant un certain temps, on ne savait pas si elle allait survivre.
Voilà, aujourd'hui, elle a récupéré, mais elle a encore... je pense qu'une bonne partie de sa vie va être une forme de récupération. Et elle a survécu à ça. Et c'est vrai que ça faisait... la question s'est posée alors, très directement quand je filmais. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est un moment tellement grave, tellement intense, dans lequel on a juste envie d'être présent et d'être avec elle. En même temps, je faisais ce film. C'était pour moi le seul moment vraiment de tension, alors en tant que frère et cinéaste, où là, je sentais des fois un besoin qui n'était pas toujours le même. Le cinéaste voulait filmer en se disant « Ah, il faut absolument... C'est peut-être bien pour le film, c'est bon pour la narration. » Et le frère était effondré, était du coup juste dans l'instant direct. Et finalement, j'ai filmé assez peu, mais j'ai quand même filmé. J'ai quand même gardé effectivement ce rôle qui me donnait aussi une certaine distance, mais qu'en même temps, j'avais plus vraiment envie d'avoir là. Parce que je pense que, en tout cas, personnellement, ce film m'a beaucoup rapproché de ma famille, où j'étais arrivé à un stade où je commençais à me dire « Ah, il faudrait maintenant que je pose la caméra et que finalement, je sois juste avec ma famille, il n'y a plus besoin de cette caméra. » Et voilà. Et du coup, j'ai quand même filmé. Et après, effectivement, la question s'est posée, est-ce que ça a une place dans le film ou pas? Parce que c'était quelque chose qui n'était pas prévu à la base. On pouvait se poser la question si ça avait un lien avec le film. Et puis le lien, il est effectivement, je crois, un des liens, en tout cas, il est ce que tu dis, c'est que c'est un film quand même sur la vie et la mort. On commence par effectivement la mort de mon père. Il y a l'arrivée de mes filles, il y a la vie, la naissance de mes filles, qui fait écho à la mort de mon père, qui fait écho au passé. Et là, pendant le tournage, cette fine ligne entre la vie et la mort se réinvite très directement, très brutalement, où on est dans une chambre d'hôpital avec ma sœur qui peut-être ne sera plus là dans quelques jours. Au final, survie. Comme je le dis dans le film, je pense aussi... alors parce qu'elle était soignée, parce qu'elle a survécu, parce qu'on peut guérir, soigner des gens qui ont des accidents comme ça. Mais aussi, je pense, par la force qui était là autour, par cette famille en fait très soudée, très liée à ce moment-là, qui lui donne aussi la force de revenir. Et ça, c'est le cinéma documentaire. Il s'invite des choses et après, on les garde ou pas. Là, ça fait sens parce que c'était ce lien qui faisait écho au film. Oui. Et ce qui est intéressant dans ces séquences-là, c'est aussi on parlait des photos plutôt, et là il y a les photos qui reviennent à ce moment-là à l'hôpital, parce que vous l'entourez de son lit d'hôpital de photos de vous, de sa famille, et il y a aussi ce moment, le passé qu'on avait oublié ou qu'on voulait un peu mettre sous le tapis, revient comme une force vitale, je sais pas pourquoi on fait ça, mais de souvenirs, aussi de preuves d'affection, où ces photos que peut-être que toi tu avais voulu oublier, maintenant reviennent à ce moment-là, mais de façon positive même. Et ça, c'est effectivement un imprévu du réel, mais qui va bien faire sens avec ton film. Il y avait aussi effectivement un autre écho avec l'hôpital, c'est que c'était pour moi la dernière fois que j'avais passé du temps à l'hôpital, c'était autour de la mort de mon père. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions qui revenaient, d'échos en fait, qui se faisaient. Et du coup, il y a ce lien très fort entre passé et présent dans ce moment-là. Et c'est aussi le moment où je dis, pour la première fois, j'ose pleurer. Alors, je reste pudique, donc je ne pleure pas. On ne voit pas pleurer dans le film, mais déjà, j'ose dire que je pleure toutes les larmes que je n'ai pas osé pleurer durant toute ma vie. Et c'est aussi dans ce moment-là, quelque part, j'ai l'impression de faire une étape supplémentaire dans le deuil de la mort de mon père. Donc, par la survie de ma sœur, par la vie qui tient, par la vie qui résiste, il y a aussi quelque part le deuil qui se fait d'une autre histoire qui est encore très ouverte et qui se cicatrise un peu à ce moment-là, on va dire. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Je me suis aussi dit ça, on le cite une fois par épisode, en regardant Into the Abyss de Werner Herzog. Voilà. Je suis un fan de Werner Herzog aussi. Donc ça vaut la peine de lire, mais en fait, ça m'a fait penser à ça quand je regardais ce film, parce qu'il y a aussi un moment très fort entre un père et un fils. Un père qui sauve son fils de la peine de mort.
Voilà, c'est autre enjeu. Mais bref, où Oui, je mais trouve... par son émotion. Par son émotion voilà. qu'il a pour son fils. Et je trouve ça fascinant parce que la famille, c'est un lieu qui produit énormément de violence, qui est peut-être même un des lieux qui produit le plus de violence, et en même temps qui peut produire aussi une force incommensurable qui peut notamment aider des gens à survivre. Et je sais jamais comment me situer face à cette ambivalence qui du coup est un peu aussi travaillée dans ton film, parce que on voit la violence que ta famille a vécue et on voit en même temps la force. Et ouais, je trouve ça fascinant d'observer, de saisir un peu, et en fait de pas saisir ces choses, quoi. Ouais, les familles, c'est toujours une histoire, chacun a son histoire. Et c'est effectivement à la différence des amis, c'est que les amis, on s'en sépare au bout d'un moment. Généralement, on arrive à s'en séparer, sauf si on est emprisonné dans des relations toxiques. Mais généralement, on arrive à se séparer de ses amis, et la famille, c'est la famille. Et quoi qu'il arrive, ça restera la famille. Et c'est dans le cadre familial qu'il peut y avoir aussi les choses les plus compliquées, parce qu'il y a toujours ce lien fort de la famille et ce mélange extrêmement compliqué. Alors moi, j'ai pas eu une famille violente. Enfin, on a eu un père malade, un père qui s'est écroulé. Donc on a grandi dans un cadre qui n'était pas celui que doivent avoir des enfants. Enfin, qui n'est pas le cadre de sécurité dans lequel on peut vraiment se développer au mieux, mais il n'y a jamais eu de violence. Il y a toujours eu aussi beaucoup d'amour. Mais c'est là que c'est encore peut-être aussi compliqué, c'est que on a à la fois, pour ce qui me concerne, un père extrêmement aimant, plein d'amour, mais en même temps un père qui n'arrive pas à survivre à ses problèmes. Et je pense que c'est souvent comme ça dans les familles, alors toujours très différemment, mais ce lien entre amour, entre liens, entre besoin de distance, c'est clair que c'est à la fois beau et aussi beau que compliqué, bien souvent. Il y a un truc intéressant dans ton film, c'est au moment où tu dis la famille que j'ai recréée, quand tu parles de tes enfants et de ta conjointe. Et c'est bien parce que c'est né qu'il n'y a pas de continuité en fait, entre les deux. Tu as la famille de ta mère et ta sœur, et tu as l'autre. Alors qu'il y a souvent cette idée de continuité, la belle famille, en tout cas, voilà, qui serait comme une espèce d'une seule ligne, quoi, de filiation. Et toi, tu les sépares un petit peu, et j'ai l'impression que la question du film, c'est est-ce que peut-être on peut créer ce lien ou pas? Moi, j'ai l'impression d'être devenu adulte à 40 ans. Ah bon, ça va, on a le temps. Au moment où je suis un peu à 36 peut-être, quand je suis devenu père, enfin, c'est un peu schématique et un peu raccourci bien sûr, mais c'est vrai qu'en devenant père, finalement en construisant un nouveau foyer qui était du coup celui où j'étais père avec des enfants, avec une compagne, c'est ça aussi qui m'a donné une grande force, parce que c'était tout d'un coup quelque chose de très fort, de stable, de génial, de dynamique, qui m'a donné aussi la force de me séparer un peu. Alors je reste le fils de ma mère, je reste le fils de mon père bien sûr, c'est pas ça la question, mais tout d'un coup mon noyau familial devenait cette structure nouvelle que j'avais créée moi, qui m'appartenait, qui était saine, et me permettait de prendre juste la distance que j'avais besoin avec ma famille plus large. Donc moi en tant que fils avec mes parents qui étaient avant le noyau familial. D'ailleurs la maison de ma mère, jusqu'à que j'ai des enfants, ça restait la maison familiale, et tout d'un coup c'est ma maison qui est devenue la maison familiale, qui est devenue ce cocon comme ça dans lequel on puise ses forces. Et c'est qu'à ce moment-là aussi que j'ai eu par cette assise-là la force et le courage de retourner questionner le passé et quelque part oser poser des questions à ma mère. Ayant perdu mon père assez jeune, ayant eu un père malade, le lien avec ma mère était quelque chose d'absolument sacré, qu'il fallait absolument pas questionner. J'ai jamais eu de regard critique ou osé être un peu critique avec elle, mais c'est quelqu'un de génial, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas marché, et j'ai jamais osé quelque part mettre en danger la relation avec ma mère. Ce qui est absurde, parce que finalement en n'osant pas parler, on met justement plus en danger parce que les choses restent bloquées. Et c'est en devenant père, en ayant une famille, en ayant un foyer, que j'ai osé du coup mettre en danger la relation de ma mère, mais en osant la mettre en danger, je l'ai finalement renforcée. Voilà, en quelques mots, les mécaniques.
Les mécaniques subtiles de la famille. Les mécaniques mienne, en tout cas. subtiles. mais pour continuer un peu sur ça, c'est bien, j'analyse ton film en même temps qu'on discute aussi, je réalise des choses parce qu'il y a d'autres conversations, en tout cas une à laquelle tu donnes place aussi, en parallèle avec celle avec ta mère et ta sœur, c'est notamment avec ta fille aînée. Et cette conversation dans un cimetière où vous parlez de skeletons et de crocodiles et que moi j'ai adoré. J'adore les conversations avec les enfants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu lui accordes le même temps qu'une conversation plus sérieuse que tu aurais. Parce qu'aussi, peut-être, c'est très sérieux pour ta fille aînée. Je ne sais pas si son prénom est dit dans le film, donc je ne le dis pas. Et j'aime beaucoup donner la parole aux enfants autant que tu donnerais de la parole aux adultes et de les considérer comme des êtres à l'image, au même titre que tous les autres êtres que tu filmes. Je trouve que c'est un geste important. Je ne sais pas ce que tu as à en dire. Merci. Non, merci d'être touché par ça. C'est vrai que j'ai une relation que j'adore avec mes filles et si elles touchent d'autres personnes, des spectateurs et spectatrices, comme vous l'avez été, c'était pas, à nouveau, c'est pas quelque chose qui était vraiment réfléchi. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce film qui ont du sens, mais qui n'étaient pas forcément décidées de base. Peut-être ce qui a été réfléchi, c'est qu'il y avait cette idée d'alterner entre des choses un peu plus tragiques ou un peu plus lourdes avec des choses plus légères. Et c'est clair que le temps présent dans ma relation avec mes filles, ludique, drôle, aussi dans ma quête d'être un bon père, j'essaye en tout cas de m'inventer le meilleur père que j'arrive pour leur apporter ce qu'elles ont besoin. En tout cas, ce temps est souvent très positif, ludique et apporte aussi un souffle, une légèreté au film qui était nécessaire dans cette recherche d'équilibre. Et moi, je me pose toujours un peu des questions quand on filme les enfants, parce que moi, c'est vraiment des personnes que j'adore voir à l'écran. Je trouve aussi que c'est très beau quand c'est dans des documentaires, parce que l'enfance, ça passe très vite. Donc, tu sais que l'état que tu filmes dans 1 ou 2 ans, c'est plus le même, que l'enfant aura grandi. Mais je me demandais aussi, ça me pose toujours aussi des questions éthiques. Est-ce que les enfants sont au courant de ce qui va être fait avec leur image ? Est-ce que tes filles savent qu'elles sont dans un film ? Est-ce qu'elles comprennent qu'il y a un film qui est fait et on va les voir ? Quand j'ai filmé mes filles, j'étais assez jeune, donc il n'y en avait que 2 sur 3. J'ai arrêté de filmer à la naissance de la 3e. Donc il y a 2 filles qui ont dans le film, je pense, je sais pas, 1 et 3, 4 ans, 4 ans peut-être, quelque chose comme ça. 2 et 4, 5 ans. Donc bien sûr, je leur ai expliqué. Après, bien sûr, elles ne comprenaient pas du tout ce que ça voulait dire. Donc bien sûr, j'ai pris la liberté de le faire, mais après, c'est un film où le rôle est plutôt positif. Le rôle est plutôt dans la légèreté du présent. Et j'aurais pas osé les investir dans quelque chose de compliqué où il y aurait des enjeux trop forts. Là, ça aurait été gênant. Et elles vont découvrir le film à Soleure demain. Donc voilà, dans une salle avec du public. Et elles vont venir sur scène. Et je pense que là, elles vont comprendre ce que ça voulait dire. Mais après, elles m'ont vu monter. Voilà, c'est un film assez artisanal que j'ai aussi monté à la maison. Et elles ont quand même suivi. Alors après, elles ont toujours trouvé ça assez drôle. Elles aiment bien se voir à l'écran. Et elles sont conscientes. Elles ont déjà vu 5 fois toutes les scènes dans lesquelles elles habitent. Toutes les scènes dans lesquelles elles sont, pardon. J'aime bien l'idée d'habiter une scène. D'habiter une scène, mais effectivement, Ça me parle. le lapsus était assez pertinent, on va dire. Oui. Parce qu'elles habitent vraiment, elles sont là par le bruit, elles courent dans les plans, même quand elles sont pas là, on les entend. Super, pour terminer, peut-être, vu que tu as un peu évoqué là, le montage artisanal, tu pourrais un petit peu nous raconter comment est-ce que tu as pu faire ce film ? Est-ce que tu as pu avoir des financements ? Comment est-ce qu'on fait vivre un film en Suisse à travers la distribution ? Voilà, comment ça s'est passé ? Alors ce film est pas du tout représentatif de la plupart des films documentaires, dans le sens que c'est un film qui a été fait entièrement de manière artisanale, sans production. C'est vraiment un film que j'ai réalisé moi-même. Alors j'ai déjà une certaine expérience, je sais pas, arrivé de nulle part.
Donc il y avait zéro financement, il n'y avait pas d'assurance que le film soit un jour distribué, que le film soit vraiment public, même si c'était l'objectif, je l'ai pensé, je l'ai tourné dans le but du public. Et il y avait en tout cas aussi une raison par rapport à ça, c'est que vu que le sujet était assez sensible, était intime, euh, j'avais le souhait de garder une totale liberté au final de le rendre public ou pas. C'est-à-dire que je voulais avoir ce luxe de liberté, et ce luxe, je l'ai en guillemets payé en n'étant pas payé, en n'ayant pas de moyens, en faisant le film moi-même. Donc chaque liberté engage des choses. Donc là, j'ai choisi cette liberté-là qui était dont ce film rendait possible un tournage, parce que c'était je voulais être seul de toute façon dans l'intimité, donc il n'y avait pas d'équipe nécessaire. L'environnement sonore était assez simple, donc je pouvais m'en sortir tout seul, et ça correspondait à ce que j'avais envie. Donc pour ce film-là, en l'occurrence, ça marchait. Donc c'est possible de faire un film avec rien. Oui, c'est possible. Et après, j'ai eu un petit peu de budget à la fin avec une ou deux fondations, juste pour boucler la post-production, qui permet d'amener le film à un niveau de qualité qui peut être diffusé dans une salle. Mais c'était vraiment pas grand-chose. Mais à nouveau, je pense que tous les films ne peuvent pas être faits comme ça. Mais là, il y avait cette liberté qui était assez géniale. Et voilà, c'était un luxe que j'ai pris, que je pouvais me permettre aussi. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et il y avait aussi du coup cette temporalité que je pouvais dicter moi-même. Il n'y avait pas d'objectif de terminer à une certaine date. Je pouvais laisser le temps qu'il fallait pour le film, laisser s'étaler le tournage, laisser s'étaler le montage aussi. Et le prochain, je ne le ferai pas comme ça. J'aimerais bien avoir plus une équipe, avoir plus de budget, avoir vraiment quelqu'un au montage. Mais là, ça correspondait cette fois-là. Et après, au final, ça se passe, on va dire, on ne peut mieux, parce qu'il est là aux Journées de Soler, dans une compétition de premier et deuxième long métrage. Donc c'est déjà très chouette, c'est une belle reconnaissance aussi. Et après, il y a une sortie en salle avec Cinédoc. Alors bon, là, c'est clair que je suis à la fois directeur de Cinédoc et cinéaste. Donc il y a une double casquette. Après, dans la programmation, je me suis quand même retiré. L'équipe de programmation trouvait que le film était suffisamment pertinent pour le diffuser dans nos salles de cinéma. Donc, mais oui, il y a quand même, par des réseaux comme ça, une possibilité de réaliser des films, de trouver quand même une débouchée. Alors, ça va pas remplir 25 salles pleines, ça sera des petites séances. Mais on a quand même une vingtaine de salles en Suisse romande, ce qui est beaucoup pour la Suisse romande. Donc, on a quand même une jolie sortie. Et tout ça par ces petits réseaux aussi. J'ai la chance de connaître quand même pas mal de monde depuis le temps que je travaille dans le documentaire. Mais il y a la possibilité, oui, de faire des films et de les montrer quand même en Suisse. Il y a vraiment la possibilité de le faire. Oui, oui. Et j'ai l'impression que le cinéma documentaire permet particulièrement ça, parce que tu n'as pas besoin notamment de payer des actrices selon ce que tu veux faire, donc d'avoir ce cadre un peu plus libre et intime. Mm-hmm. Oui, c'est clair que c'est vraiment le documentaire qui... Il y a d'ailleurs des films... moi, beaucoup de films qui m'ont... Enfin, beaucoup. En tout cas, une partie des films qui m'ont touché. Il y en a quand même plusieurs dans le lot. Si je pense aux documentaires qui m'ont le plus marqué, qui ont été faits souvent avec peu de budget, sous la forme de... C'est souvent lié après à des projets assez intimes aussi. Des films documentaires qui prennent parfois la forme presque de journaux, avec une certaine esthétique, une certaine narration... qui est assez propice à du coup une économie de moyens qui peut fonctionner. Ouais. Mmh. Et en parlant de budget, on aime bien terminer les épisodes entrevus sur cette question. Si tu avais le budget que tu voulais, ce serait quoi le projet que tu aimerais faire? J'ai jamais pensé en... Alors... je suis en train de réfléchir à la suite de ce film qui serait La Vallée 2 en guillemets. Il y avait l'envie depuis longtemps, alors je ne sais pas si ça va se concrétiser, c'est encore à l'étape de réflexion. J'ai grandi moi-même à l'alpage, donc dans un alpage avec des vaches, dans la vallée de Joux, à la vallée de Joux. Et il y avait l'envie un jour de reprendre un alpage, de refaire cette expérience, moi avec ma famille, qui serait du coup
en 2 mots, le film serait Un été à l'alpage. Bien sûr, toujours en écho à ma famille, mais moins sur le passé, mais quand même en écho avec cette histoire familiale, plus ancrée dans le présent, dans cette aventure du partage d'une expérience en famille. Alors après avoir le détail et les thématiques, sous-thématiques que permettront ce cadre, mais l'idée serait ce cadre-là dans lequel on ferait exister des choses après. À voir si ça se... Mais de nouveau, c'est un film qui pourrait presque se faire sans moyens, mais c'est plutôt par envie de partager, par envie de travailler avec une équipe aussi, que j'aimerais, notamment au niveau du montage, en tout cas absolument, et de la production, être accompagné. Puis être payé aussi, c'est bien. Être Pour vivre, c'est sympa. L'argent, c'est pas désagréable et ça peut aider. Bon, j'ai la chance d'avoir, en dirigeant Cinédoc à côté, d'avoir déjà un revenu. Donc, pour ce film que j'ai fait là, en consacrant du temps à côté, j'ai pu le faire sans souffrir financièrement. Mais c'est clair qu'au bout d'un moment, il faut aussi... les cinéastes doivent être payés. C'est un travail, c'est un métier. Et c'est de façon déjà assez précaire. Et c'est vraiment important. Alors, c'est quelque chose que je revendique aussi. Et attention, quand je dis qu'on peut faire des films seuls, c'est pas non plus une revendication de dire les artistes ne doivent pas être payés. Au contraire, les films font vibrer le public, les films sont importants, les films font réfléchir. Et ça a un coût, ça a un travail énorme et qui doit être rémunéré par reconnaissance de ce que les artistes apportent à la société. Et ça, c'est vraiment important. Mais on peut quand même aussi, dans certains cas, s'il y a besoin, le faire avec peu de moyens. Oui. Je suis d'accord avec ça. J'aime beaucoup cette revendication. On va terminer gentiment. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Et du coup, ton film sort en salle en février, si je ne me trompe pas. C'est juste ? Oui, tout à fait. Donc, on aura une belle sortie ensuite romande dès le 2 février dans pas mal de salles romandes accompagnées. Je serai là à beaucoup de séances, ma famille aussi. Donc, n'hésitez pas à venir voir le film, partager avec nous cette histoire. Oui, et on vous encourage à aller le voir et à aller voir du documentaire. En général, oui. En général. En général, toujours. Un grand merci à vous, en tout cas, pour l'écoute. Merci à toi. Et l'accueil. Merci. Et merci à Soler. À la prochaine. À la prochaine. Comme ça qu'on termine. Merci.